Alors, la question qui se pose pour tout projet mobile, on part sur iOS, sur Android ou les deux? Et là, attention, ce n'est pas juste un choix technique, c'est une question cruciale. Parce que choisir les deux, ça veut souvent dire doubler les coûts, le temps et la complexité. Un vrai casse-tête. Imaginez un peu le tableau. Il faut deux équipes de développeurs, une qui parle le langage d'iOS, l'autre celui d'Android. Bref, deux projets complètement séparés à gérer. Les coûts et la complexité, ils s'envolent. Et face à ce mur, une idée un peu folle a commencé à faire son chemin. Et si on pouvait tout simplement n'écrire le code qu'une seule fois? Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'entre en scène notre sujet du jour, React Native. Sa promesse, elle est à la fois simple et complètement révolutionnaire. Écrire le code une fois et le faire tourner absolument partout. La promesse de l'unité. Voilà, on attaque le cœur du sujet. Un seul code pour deux plateformes. C'est le rêve de tout développeur, ce qu'on appelle le Write Once, Run Anywhere. Écrire une fois, exécuter partout. Bon, concrètement, React Native, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de boîte à outils, un framework open source créé par Meta. Il permet à des développeurs qui connaissent bien le JavaScript de construire des vraies applications mobiles. Et j'insiste sur le mot vrai, parce que ce n'est pas juste un site web déguisé en application. Non. Le résultat final utilise les vrais boutons, les vrais menus du téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android. Les objectifs derrière tout ça sont hyper clairs. D'abord, bien sûr, partager le plus de code possible entre les deux plateformes. Mais le point le plus important, le plus crucial, c'est que l'interface, elle est vraiment native. Ça veut dire qu'un bouton sur un iPhone aura l'air et se comportera comme un vrai bouton d'iPhone. Pareil sur Android. Le but ultime, c'est de gagner un temps fou, sans jamais faire de compromis sur la qualité et la fluidité de l'expérience finale. Et ce qui donne beaucoup de poids à cette technologie, c'est de savoir qui est derrière. C'est Meta, le géant anciennement connu sous le nom de Facebook. Ils l'ont développé pour leurs propres applications et ils continuent de l'améliorer, ce qui garantit un soutien plutôt solide. Mais attention, il n'y a pas que Meta. Regardez qui d'autres l'utilisent. Tesla, par exemple. L'application qui permet de contrôler sa voiture, de la déverrouiller, de vérifier la batterie, tout ça, c'est fait avec React Native. Ça prouve que la techno est capable de gérer des choses assez critiques en temps réel. Autre exemple, Pinterest. Une application où tout repose sur le visuel, sur le défilement infini et super fluide des images. Eux aussi, ils ont fait le pari de React Native pour avoir une seule équipe et une seule base de code pour iOS et Android. Et pour finir, Discord. Là, on parle d'une plateforme de communication où la moindre milliseconde de retard peut tout gâcher. Le fait qu'une application aussi exigeante en termes de performance utilise React Native, c'est un signal très fort sur sa fiabilité. Bon, maintenant qu'on a vu les belles promesses et les grands noms, il faut être honnête. Tout n'a pas toujours été rose. Les premières versions de React Native avaient quelques soucis de performance. Il a fallu une refonte complète, une vraie mise à niveau architecturale pour passer d'un petit sentier un peu bouchonné à une véritable autoroute. Alors voilà comment ça marchait avant. Il faut vraiment s'imaginer un pont. D'un côté, on a le code JavaScript, de l'autre, le code natif du téléphone. Et pour communiquer, tout devait passer par ce fameux bridge. Sur le papier, l'idée était bonne, mais dans la pratique, ce pont était souvent embouteillé. Le gros problème de ce pont, c'était son fonctionnement. Chaque message qui passait dessus devait être traduit en format texte, en JSON. C'est assez lent. Et en plus, la communication était asynchrone. C'est un peu comme si pour chaque action, on envoyait une carte postale et on devait attendre qu'elle arrive et que la réponse revienne. Maintenant, imaginez faire ça des centaines de fois par seconde. Le pont était complètement saturé. Résultat, l'interface utilisateur se figeait. C'était le gros point noir. Ce goulot d'étranglement, c'était un vrai boulet pour React Native. L'équipe de Meta en était parfaitement consciente et ils ont pris une décision radicale, tout reconstruire. C'est là qu'est arrivée la nouvelle architecture. Et là, le changement est spectaculaire. Fini le vieux pont lent, il a été remplacé par ce qu'on appelle la JSI, une sorte de ligne directe. La communication devient instantanée, l'interface, elle, est gérée par un tout nouveau moteur, Fabric, bien plus rapide. Et la cerise sur le gâteau, les applications se lancent plus vite, parce que les différents morceaux de l'appli ne sont chargés que quand on en a vraiment besoin. Ok, donc c'est plus puissant, plus rapide, mais est-ce que c'est devenu une usine à gaz à utiliser? Eh bien, pas du tout. On va voir à quel point il est devenu simple de démarrer son premier projet. Aujourd'hui, avec des outils comme Expo, c'est presque magique. Il suffit d'ouvrir une fenêtre de terminal et de taper 3 petites lignes de commande. La première pour créer l'application, la deuxième pour aller dans le banc dossier et la troisième pour la lancer. C'est tout. Cette simplicité d'accès, c'est une de ses plus grandes forces. Et une fois le projet créé, voilà à quoi ça ressemble. Pas de panique, c'est très propre. Au début, tout ce qui nous intéresse se passe dans un seul fichier, app.js. C'est le cœur de l'application, là où on va écrire le code du premier écran. C'est vraiment pensé pour qu'on puisse commencer à coder tout de suite. Bon, on a vu le bon côté,
Mais soyons réalistes, la technologie parfaite, ça n'existe pas. Il y a forcément quelques obstacles courants sur la route, et c'est important de les connaître pour savoir comment les éviter. En général, il y a 4 types de problèmes qu'on peut rencontrer. Premièrement, l'interface qui se fige souvent à cause d'un calcul trop lourd. La solution, le faire tourner en arrière-plan. Deuxièmement, les fuites de mémoire qu'on évite avec une bonne gestion. Troisièmement, les conflits entre bibliothèques qui demandent d'être méthodiques. Et enfin, la taille de l'application. Mais là aussi, il y a des techniques pour l'optimiser. La bonne nouvelle, c'est que pour chacun de ces pièges, des solutions existent. Impossible de faire une analyse complète de React Native sans parler de son rival de toujours, son concurrent direct. C'est un peu le classico du développement multiplateforme React Native contre Flutter. On a donc 2 géants qui s'affrontent avec 2 philosophies très différentes. À gauche, React Native, l'arme de Meta qui parie sur la popularité de JavaScript et qui s'intègre avec les composants visuels du téléphone. Et à droite, Flutter, la réponse de Google, qui a son propre langage, le Dart, et qui va jusqu'à dessiner lui-même chaque pixel à l'écran. Alors, si on met les deux face à face, React Native, c'est du JavaScript, un langage que des millions de développeurs connaissent déjà. Son point fort, le rendu est vraiment natif, authentique. Flutter, de son côté, c'est le langage Dart et son propre moteur graphique Skia. Son avantage, c'est un contrôle total sur le look et des performances souvent considérées comme excellentes. Au final, le choix est souvent là. Privilégier un look natif et un écosystème immense, ou le contrôle absolu du design et un petit gain de performance. Alors, au final, faut-il parier sur React Native aujourd'hui ? Eh bien, après sa grande réinvention technique, il a non seulement corrigé ses erreurs de jeunesse, mais il est aussi plus fort que jamais. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si ça fonctionne. Ça, c'est acquis. La question, c'est est-ce que c'est la bonne technologie pour donner vie à la prochaine application qui changera la donne ? Et ça, la réponse dépendra de chaque projet.